Ma mère a découvert mon salaire, alors elle est revenue après 23 ans d'absence et a exigé l'impensable pour mon frère. Elle pensait que j'étais sa solution, son compte en banque personnel. Elle pensait que le sang lui donnait tous les droits. Mais elle ignorait une chose, la petite fille qu'elle avait abandonnée dans la misère était morte depuis longtemps, et à sa place se tenait une femme qui avait appris à se battre. Elle allait découvrir à ses dépens que l'argent ne peut pas tout acheter, et surtout pas mon pardon. Avant d'entrer dans les détails de cette histoire incroyable, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir à quel point nos histoires peuvent voyager. Et maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Je m'appelle Apolline Rocher, j'ai 32 ans. Quand je regarde par la grande baie vitrée de mon appartement à Lyon, avec la colline de Fourvière qui se dessine au loin, un sentiment de paix m'envahit. C'est une paix que j'ai chèrement payée. Chaque meuble design, chaque livre d'art posé sur mes étagères, chaque facture payée sans angoisse est une petite victoire sur mon passé. Je suis analyste de données senior dans une grande entreprise technologique. Un titre ronflant qui signifie simplement que je passe mes journées à chercher la logique dans le chaos des chiffres. C'est un travail que j'aime, un travail qui m'a offert une indépendance financière dont je n'osais même pas rêver. Cette vie, c'est ma forteresse. Une forteresse méticuleusement construite pour me protéger des fantômes de mon enfance. Une enfance passée dans un petit village de la Creuse, un endroit où le temps semble s'être arrêté et où les opportunités sont aussi rares que les touristes. Mon monde, c'était le petit restaurant de mon père, Marceau. Un routier simple, avec ses banquettes en sky rouge et son odeur permanente de café et de friture. C'est là que j'ai grandi, entre les tables à débarrasser et les devoirs faits sur un coin du comptoir. J'avais 9 ans quand les murs de mon monde se sont effondrés. Ma mère, Sidonie, est partie. Il n'y a pas eu de grande scène, pas de cris. Juste une valise posée près de la porte un mardi soir, et puis le silence. Elle a divorcé, a quitté mon père, m'a quitté, et a disparu de nos vies comme si nous n'avions été qu'un chapitre sans importance. Pendant des années, le seul signe de son existence était une carte d'anniversaire impersonnelle, envoyée chaque année d'une ville différente, avec une écriture rapide et quelques mots froids. Joyeux anniversaire, Apolline. J'espère que tu vas bien. Pas de numéro de téléphone, pas d'adresse de retour. Rien. Mon père, cet homme discret et travailleur, a tout encaissé sans jamais se plaindre. Il s'est noyé dans le travail pour garder le restaurant à flot, pour payer les dettes que ma mère avait laissées derrière elle. Je le voyais vieillir prématurément, ses mains abîmées par les heures passées en cuisine, son dos voûté par la fatigue. Il était mon héros, mon rocher, le seul pilier stable dans ma vie chaotique. Dès que j'ai eu l'âge de travailler, je l'ai aidé. Les week-ends, les vacances, chaque minute de libre était consacrée au restaurant. Je voyais les sacrifices qu'il faisait pour que je ne manque de rien, pour que je puisse poursuivre mes études. Mon succès est né d'une promesse silencieuse que je me suis faite à l'époque, je ne dépendrai jamais de personne. Jamais. Je ne serai jamais impuissante. J'ai étudié avec acharnement, décroché des bourses, quitté ma campagne pour la grande ville. Lyon. C'était un autre monde. J'ai gravi les échelons, un par un, mu par une détermination féroce. Chaque promotion, chaque augmentation de salaire était une brique de plus que j'ajoutais au mur de ma forteresse. Une forteresse conçue pour repousser le passé, pour tenir la misère et la trahison à distance. Je pensais être en sécurité. Je pensais avoir gagné. J'envoyais de l'argent à mon père chaque mois pour qu'il puisse enfin lever le pied, pour qu'il puisse rénover ce restaurant qui lui avait tout pris. Sa fierté dans sa voix quand je l'appelais était ma plus belle récompense. La vie était stable, logique, prévisible. Comme un ensemble de données bien organisées. Mais j'avais oublié une chose fondamentale, les fantômes les plus dangereux sont ceux qu'on invite soi-même à entrer, même sans le vouloir. J'avais méticuleusement construit ma vie comme une forteresse. Chaque succès était une pierre de plus ajoutée au mur. Je pensais être en sécurité. Mais j'avais oublié une chose, les fantômes les plus dangereux sont ceux qu'on invite soi-même à entrer. C'était un jeudi soir d'octobre. La pluie fine de Lyon striait les fenêtres de mon salon, et je me préparais une tasse de thé après une longue journée de travail. J'étais enroulée dans un plaid,
prête à me plonger dans un rapport complexe. C'était ma routine, mon cocon de tranquillité. Et puis, on a sonné. Pas à l'interphone, mais directement à ma porte. C'était inhabituel. Mes amis prévenaient toujours. Mon père ne serait jamais venu de sa lointaine Creuse sans m'appeler. Une pointe d'agacement mêlée d'inquiétude m'a saisi. J'ai regardé par le Judas. Et mon cœur a cessé de battre. Pendant une seconde, mon cerveau n'a pas réussi à traiter l'information. La femme qui se tenait sur mon palier était une version plus âgée, plus dure, de la photo que je gardais cachée au fond d'un tiroir. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son manteau de marque semblait coûter plus cher que le premier salaire que j'avais jamais gagné. À côté d'elle, un jeune homme avachi, les yeux rivés sur son téléphone, l'air profondément ennuyé. Sidonie. Ma mère. 23 ans. 23 ans de silence, de cartes postales froides, de questions sans réponse. Et elle était là, sur mon paillasson, comme si elle était juste allée acheter du pain. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon esprit d'analyste a tenté de prendre le dessus, calcule les probabilités. Évalue la situation. Ne ressens rien. Mais c'était impossible. La petite fille de 9 ans, celle que je pensais avoir enterrée sous des couches de succès et de rationalité, s'est réveillée en hurlant à l'intérieur de moi. J'ai ouvert la porte. Je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être par pure incrédulité. Apolline ? Ma chérie, c'est bien toi, sa voix était douce, presque tremblante. Une voix de parfaite étrangère. Je n'ai rien pu dire. J'ai hoché la tête. Elle a souri, un sourire large et éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, mon Dieu, tu es si belle. Laisse-moi te regarder. Elle s'est avancée et m'a prise dans ses bras. C'était une étreinte maladroite, glaciale. Son parfum de luxe m'a piqué les narines. Je suis restée raide, incapable de rendre son geste. Derrière elle, le jeune homme a levé les yeux de son téléphone une demi-seconde. Salut, a-t-il marmonné avant de replonger dans son écran. C'est Léandre, a dit Sidonie en se reculant. Ton frère. Mon frère. Le mot sonnait faux dans ma bouche. Il était la preuve vivante de la vie qu'elle avait choisie, une vie dont je ne faisais pas partie. Je les ai laissés entrer, comme une automate. Ils ont pénétré dans ma forteresse. Mon sanctuaire. Sidonie a balayé le salon du regard, et j'ai vu dans ses yeux non pas de la fierté maternelle, mais l'évaluation froide d'un expert immobilier. Chaque objet, chaque meuble était jaugé, estimé. C'est charmant, a-t-elle dit. Un peu petit, peut-être, pour quelqu'un qui réussit aussi bien, non ? La première pique. Subtile, mais elle a fait mouche. Nous nous sommes assis. Le silence était pesant. Léandre s'est affalé sur mon canapé, posant ses baskets sales sur ma table basse en verre. L'arrogance incarnée. Sidonie, elle, jouait le rôle de la mère retrouvée. Elle me posait des questions sur mon travail, sur ma vie, mais je sentais qu'elle ne s'intéressait pas aux réponses. Elle cherchait quelque chose. Des informations. Mon cerveau, enfin, s'est remis en marche. Comment m'avait-elle trouvé ? Metz, d'où il venait apparemment, était à des centaines de kilomètres. Elle n'avait jamais cherché à me contacter avant. Pourquoi maintenant ? La coïncidence était trop grosse. Cela ne pouvait pas être un hasard. Et puis, après une vingtaine de minutes de cette conversation surréaliste, elle a posé sa main sur la mienne. Sa peau était douce, manucurée. Tellement différente des mains de mon père. Apolline, si je suis venue jusqu'ici, ce n'est pas juste pour te voir, a-t-elle commencé, sa voix prenant une inflexion dramatique. C'est plus grave que ça. Je l'ai regardée, mon cœur se serrant dans un étau. Une partie de moi, cette stupide petite fille, espérait des excuses. Des explications. Une déclaration d'amour tardive. Mais ce n'est pas ce qui est venu. Elle a pris une profonde inspiration, ses yeux se sont embués de larmes parfaitement maîtrisées. Apolline, ma chérie, je suis venue parce que j'ai besoin de toi. Je suis très malade. Sa voix a tremblé sur le dernier mot. C'était une performance digne d'une actrice. Mais dans le reflet de ses pupilles, alors qu'elle me fixait,
j'ai cru voir non pas de la peur ou de la douleur, mais le sentiment froid et calculateur d'un prédateur qui vient de coincer sa proie. Que voulait-elle vraiment? Le mot « malade » est resté en suspens dans l'air de mon salon. C'était le mot parfait, l'arme absolue. Qui pourrait refuser de l'aide à sa propre mère mourante? Mon esprit logique s'est immédiatement mis en alerte rouge, cherchant des failles, des incohérences. Mais mon cœur, ce traître, a eu un soubresaut de panique. Et si c'était vrai? Et si, après toutes ces années, elle revenait vers moi uniquement parce qu'elle n'avait personne d'autre? Malade comment, ai-je demandé, ma voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Sidonie a sorti un mouchoir de son sac à main de luxe et l'a tamponné sur ses yeux secs. C'est un cancer. Une forme rare et agressive. Elle a prononcé les mots avec une gravité étudiée. Les médecins en France ne peuvent plus rien pour moi. Mais il y a un traitement expérimental, en Suisse. Une clinique privée. C'est mon seul espoir. La Suisse. Une clinique privée. Mon cerveau d'analyste a commencé à aligner les pièces du puzzle. Chaque mot était choisi pour signifier « cher »,« inaccessible »,« urgent ». C'est terrible, ai-je réussi à articuler. Une partie de moi se sentait coupable de mon propre scepticisme. C'était ma mère, après tout. Saleh, a-t-elle renchéri. Le problème, Apolline, c'est le coût. Ce n'est pas couvert par la sécurité sociale, bien sûr. Elle a marqué une pause, me fixant droit dans les yeux. Le premier versement pour être admise est de 80 000 €. 80 000. Le chiffre a explosé dans ma tête. C'était une somme astronomique. C'était plus que ce que mon père avait gagné en plusieurs années de labeur acharné. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais elle a continué, son débit s'accélérant. Et ce n'est que le début. Ensuite, il y a les frais mensuels, pour le traitement, le logement sur place. Et puis il y a Léandre. Elle a jeté un regard soi-disant angoissé vers son fils, qui était toujours absorbé par son téléphone. Il commence une grande école de commerce. Je ne peux pas le laisser seul, sans soutien. Nous aurions besoin, disons, de 3 500 € par mois, juste pour tenir le coup pendant que je serai en traitement. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'étais abasourdi. Ce n'était plus une demande d'aide. C'était une facture. Une facture détaillée pour 23 ans d'absence. Mon regard s'est tourné vers Léandre. C'est à ce moment-là qu'il a choisi de lever la tête, comme s'il avait senti que la conversation tournait enfin autour de son sujet préféré, lui-même. Ouais, parce que c'est le bordel, a-t-il dit, d'un ton géniard. Avec tout ça, comment je suis censé avoir ma nouvelle Audi pour la fac? Tous les mecs là-bas en ont une. Je ne vais pas débarquer avec la vieille Clio de ma mère, c'est la honte. J'ai cru mal entendre. L'Audi. Au milieu de ce drame sur la vie et la mort, sa seule préoccupation était une voiture de luxe. La dissonance entre le prétendu désespoir de sa mère et son caprice d'enfant gâté était si violente qu'elle en devenait presque comique. C'était le grain de sable dans l'engrenage de leur histoire si bien huilée. C'était l'incohérence que mon esprit cherchait. Ce fut comme un électrochoc. L'illusion, la petite lueur d'espoir stupide que j'avais ressentie, s'est éteinte d'un coup. J'ai regardé ma mère, vraiment. Et j'ai vu non pas une femme effrayée par la mort, mais une femme exaspérée par l'intervention stupide de son fils qui venait de compromettre son plan. J'ai pris une profonde inspiration, reprenant le contrôle. La forteresse se reconstruisait, pierre par pierre. Je vois, ai-je dit, ma voix soudainement calme et professionnelle. C'est une situation très complexe. J'ai sorti mon téléphone. Pendant une seconde, ils ont cru que j'allais ouvrir mon application bancaire. Leurs yeux se sont illuminés. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon calendrier. Je veux vous aider, ai-je continué, choisissant mes mots avec soin. Pour prendre la meilleure décision, j'ai besoin de toutes les informations. Envoyez-moi tous les documents médicaux. Les diagnostics, les devis de la clinique suisse, les recommandations des médecins français. Je suis analyste, vous savez. J'ai besoin de données pour agir. Le visage de Sidonie s'est figé. C'était imperceptible, mais je l'ai vu. Une fraction de seconde de panique dans ses yeux. Léandre, lui, a ouvert de grands yeux,
ne comprenant manifestement pas pourquoi je compliquais les choses. Des documents, a répété Sidonie, retrouvant sa contenance. Mais, c'est très personnel, ma chérie. Et puis, c'est une question de confiance. C'est une question de 80 000 € et de 3 500 € par mois, ai-je rétorqué, ma voix toujours aussi neutre. Pour une telle somme, la confiance a besoin d'être soutenue par des faits. Le piège était tendu. Si elle était vraiment malade, elle n'aurait aucune raison de refuser. Elle serait même soulagée que je prenne les choses en main de manière aussi structurée. Si elle mentait. N'êtes-vous jamais tombé dans un piège familial comme celui-ci? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu affaire à une manipulation financière de la part d'un proche. Comment avez-vous réagi? Le sourire de Sidonie est revenu, mais il était différent. Forcé. Glacial. Tu ne crois pas ta propre mère, a-t-elle demandé, sa voix douce contrastant violemment avec la menace qui planait dans l'air. J'ai su à ce moment précis que je n'avais pas seulement déjoué une tentative d'escroquerie. J'avais déclaré la guerre. Après leur départ, un silence assourdissant a envahi mon appartement. L'odeur de son parfum flottait encore dans l'air, comme une présence toxique. J'étais épuisée, vidée. La confrontation m'avait coûté une énergie folle. J'ai appelé mon père. Je ne lui ai pas tout raconté, pas encore. Je ne voulais pas l'inquiéter. Je lui ai juste dit que Sidonie avait refait surface. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis il a simplement dit, « Faites attention à toi, ma puce. Fais très attention. » Ces mots simples en disaient long. Le lendemain, comme je m'y attendais, je n'ai reçu aucun document médical. À la place, j'ai reçu un SMS de Sidonie, un long texte larmoyant sur sa déception, sur le fait que sa propre fille doutait d'elle dans le moment le plus sombre de sa vie. Elle a fini par me proposer un rendez-vous, pour parler à cœur ouvert, dans un café de la presqu'île le jour suivant. C'était une tentative de me faire culpabiliser, de me ramener dans son piège émotionnel. Contre toute attente, j'ai accepté. Je n'avais plus d'espoir de réconciliation, mais j'avais besoin d'une confrontation finale, d'une conclusion claire et nette. Je devais mettre un point final à ce chapitre pour de bon. Je les ai vus de loin, attablés à la terrasse du café, un endroit chic et très fréquenté. Ils n'avaient pas l'air d'une famille au bord du gouffre. Sidonie portait des lunettes de soleil de créateur et sirotait un Bellini. Léandre était avachi sur sa chaise, faisant défiler son téléphone d'un air méprisant. En m'approchant, j'ai senti les regards des autres clients se poser sur nous. J'ai compris son choix, elle voulait une confrontation publique, pensant que je n'oserais pas faire de scène. « Apolline, te voilà », a-t-elle dit avec un grand sourire, comme si de rien n'était. « Assieds-toi. J'ai commandé un thé pour toi. » Je me suis assise, posant mon sac sur la chaise à côté de moi. « Où sont les documents ?» ai-je demandé sans préambule. Son sourire s'est effacé. « Nous ne sommes pas ici pour parler de paperasse. Nous sommes ici pour parler de nous. De famille. » La famille ne ment pas pour de l'argent, ai-je répliqué, ma voix basse mais ferme. C'est là que le masque a commencé à se fissurer. Son visage s'est durci. « Comment oses-tu ? Après tout ce que j'ai enduré. Sais-tu pourquoi je suis partie ? À cause de ton père. Cet homme sans ambition, qui se contentait de son petit restaurant minable. Il me tirait vers le bas. Je suis partie pour survivre, pour t'offrir un avenir meilleur que celui-là. Le mensonge était si énorme, si monstrueux, que j'ai failli en rire. Elle n'était pas partie pour moi. Elle était partie pour elle. Un avenir meilleur ? J'ai éclaté de rire, un rire sans joie. L'avenir que j'ai, je l'ai construit moi-même, sur les ruines que tu as laissées. Je l'ai construit en faisant la plonge dans ce restaurant minable, en étudiant la nuit, en travaillant 3 fois plus que les autres. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Les gens aux tables voisines commençaient à nous regarder. Sidonie l'a remarqué, et sa voix est devenue un sifflement venimeux. Tu es devenue arrogante. L'argent t'a changé. Tu es exactement comme ton père, petit et égoïste. C'est à ce moment que Léandre, exaspéré, a jeté son téléphone sur la table. Arrête cette comédie. Donne-nous juste l'argent. Tu en as plein, ça se voit. On perd notre temps avec tes états d'âme.
Son intervention a été la goutte d'eau. La colère, une colère froide et puissante, a déferlé en moi. Je me suis levé d'un coup, ma chaise raclant bruyamment sur le sol en pierre. Tous les regards se sont tournés vers nous. C'est terminé, ai-je dit, en regardant Sidonie droit dans les yeux. Le spectacle est fini. Tu ne me dois rien, et je ne te dois absolument rien. Surtout pas mon argent. Son visage s'est décomposé. Elle a perdu le contrôle. Espèce de petite ingrate, a-t-elle crié, se levant à son tour. Je t'ai mise au monde. Tu me dois le respect. Tu me dois tout. Tu m'as abandonné, ai-je crié en retour, la douleur de 23 ans explosant enfin. Tu m'as laissé avec un père brisé et des dettes. Ne parle pas de ce que je te dois. La scène était totale. Le gérant du café s'approchait d'un air inquiet. J'ai jeté un billet de 20 € sur la table pour payer les consommations et je me suis détournée. Je tremblais de la tête aux pieds, un mélange de rage, de soulagement et de chagrin. Alors que je m'éloignais, j'ai entendu sa voix, stridente et pleine de haine, hurler derrière moi. Tu crois que tu peux nous échapper comme ça, Apolline? Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tu vas le regretter amèrement. Cette menace n'était pas en l'air. Je le sentais. J'avais gagné la confrontation, mais j'avais aussi réveillé quelque chose de sombre et de dangereux. Que allait-elle faire maintenant? Je suis rentré chez moi le cœur battant, les menaces de Sidonie résonnant encore dans mes oreilles. Pendant 2 jours, il ne s'est rien passé. Un silence angoissant, le calme avant la tempête. J'essayais de me concentrer sur mon travail, de retrouver ma routine, mais une partie de mon esprit était en alerte constante. Je me sentais épié, vulnérable. La forteresse avait été assiégée, et même si j'avais repoussé l'assaut, des brèches étaient apparues dans mes murs. Le lundi matin, la tempête a éclaté. J'ai été convoqué dans le bureau de mon directeur, M. Dubois, et de la responsable des ressources humaines, Madame Lemoine. C'était inhabituel. Je n'avais jamais été convoqué de la sorte. En entrant, j'ai vu leur visage grave et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. « Asseyez-vous, Apolline, a dit M. Dubois, son ton habituellement chaleureux remplacé par une froideur professionnelle. Sur la table entre nous était posée une feuille de papier. Une impression d'email. Nous avons reçu ceci ce matin, a continué Madame Lemoine. C'est un email anonyme, mais il vous concerne directement. Elle a fait glisser la feuille vers moi. J'ai commencé à lire, et le sang s'est retiré de mon visage. C'était un chef-d'œuvre de manipulation et de calomnie. L'auteur anonyme se présentait comme un « ami de la famille » inquiet. Il ou elle décrivait une situation déchirante. Ma mère, une « femme douce et aimante, atteinte d'une maladie incurable », et moi, sa fille unique, riche et prospère, qui lui refusait froidement l'aide nécessaire pour son traitement. Mais ça n'allait pas s'arrêter là. L'email allait beaucoup plus loin. Il insinuait que j'avais toujours eu un comportement instable et égoïste. Il mentionnait ma fixation obsessionnelle sur mon travail comme une preuve de mon incapacité à maintenir des relations humaines saines. Il laissait entendre que mon succès était peut-être dû à des méthodes peu scrupuleuses. La conclusion était terrible. Comment une entreprise comme la nôtre pouvait-elle confier des responsabilités et des données sensibles à une personne aussi moralement déficiente et émotionnellement instable? Chaque mot était un coup de poignard. C'était son œuvre. Sidonie. Elle n'avait pas réussi à obtenir mon argent, alors elle avait décidé de s'attaquer à la source de cet argent, ma carrière. Elle voulait détruire la seule chose que j'avais construite par moi-même, mon armure, ma fierté. C'était diabolique. C'était une tentative de me briser de l'intérieur, de me laisser sans rien, pour que je revienne peut-être vers elle, vaincue. J'ai relevé la tête, mes yeux brûlants de larmes de rage. J'ai regardé mon directeur et la DRH. Je voyais le doute dans leurs yeux. Comment pouvais-je leur expliquer une situation familiale aussi complexe, aussi tordue, sans avoir l'air folle? C'est là que mon ami et collègue, Bastien, a joué un rôle crucial. Il se trouve que je lui avais parlé de la visite de ma mère, sentant que j'avais besoin d'un témoin, d'une ancre dans la réalité. J'ai pris une grande inspiration. Cet email est un tissu de mensonges, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. C'est une tentative de harcèlement de la part de ma mère biologique,
une femme que je n'avais pas vue depuis plus de 20 ans et qui a refait surface la semaine dernière pour me réclamer des sommes d'argent exorbitantes sous de faux prétextes. J'ai tout raconté. L'abandon, la fausse maladie, les demandes d'argent, la confrontation au café. J'ai parlé avec le calme d'une analyste présentant des faits. Je n'avais pas de preuves tangibles, seulement ma parole. Heureusement, ma réputation dans l'entreprise était impeccable. Monsieur Dubois me connaissait depuis des années. Il a froncé les sourcils, l'air pensif. C'est une histoire très grave, Apolline. Je le sais, ai-je répondu. Et je peux vous assurer que ma vie privée, aussi compliquée soit-elle, n'a jamais interféré et n'interférera jamais avec mon travail. L'entretien a duré près d'1 heure. Ils ont été professionnels, mais je sentais qu'une graine de doute avait été plantée. Ils m'ont dit qu'ils allaient examiner la situation et m'ont demandé de les tenir informés de toute nouvelle tentative de contact. Je suis sortie de leur bureau en me sentant souillée, exposée. Sidonie avait réussi à faire entrer son poison dans ma forteresse. Elle avait transformé mon lieu de travail, mon refuge, en un champ de bataille potentiel. Plus tard dans la journée, Bastien est venu me voir. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-il dit, l'air furieux. C'est immonde. Ne te laisse pas abattre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'un témoin, d'un alibi, de quoi que ce soit, je suis là. Son soutien indéfectible a été un baume sur ma blessure. Il était la preuve que la famille n'est pas toujours une question de sang. J'ai compris à ce moment-là que Sidonie ne s'arrêterait pas. Sa cruauté n'avait pas de limite. Elle était prête à tout pour me punir de lui avoir dit non. Mais sa tentative de me détruire a eu l'effet inverse, elle a réveillé en moi une combattante que je ne soupçonnais pas. Elle voulait la guerre ? Elle allait la voir. Mais comment riposter face à un ennemi qui ne recule devant rien ? La tentative de sabotage professionnel m'avait profondément ébranlée, mais elle m'avait aussi endurcie. La peur commençait à se transformer en une colère froide et déterminée. J'ai passé les jours suivants à documenter tout ce qui s'était passé, à noter les dates, les heures, le contenu des conversations. Mon esprit d'analyste reprenait le dessus, transformant le chaos émotionnel en une série de points de données factuels. C'était ma façon de reprendre le contrôle. J'ai renforcé la sécurité de tous mes comptes en ligne, changé mes mots de passe. J'ai même envisagé de déménager. Ma forteresse ne semblait plus si imprenable. Un soir, alors que je travaillais tard à la maison pour rattraper le temps perdu à cause du stress, on a sonné à ma porte. Encore une fois, pas à l'interphone, mais directement à ma porte. Mon sang s'est glacé. Je me suis approchée sans faire de bruit et j'ai regardé par le judas. Sidonie et Léandre. Cette fois, je n'ai pas ouvert. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis restée immobile, espérant qu'ils finiraient par partir. Mais ils n'ont pas abandonné. Léandre a commencé à frapper à la porte, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Apolline. Ouvre. On sait que tu es là, sa voix d'adolescent arrogant résonnait dans le couloir. Puis Sidonie a pris le relais, sa voix pleine d'une fausse inquiétude. Apolline, ma chérie, ne fais pas ça. On est inquiet pour toi. Ouvre-nous. Leur voix attirait l'attention. J'ai imaginé mes voisins sortant de chez eux, regardant cette scène pathétique. L'humiliation. C'était leur nouvelle arme. Me faire honte publiquement. Prise au piège, ne voulant pas d'une nouvelle scène, j'ai pris la pire décision possible. J'ai ouvert la porte, juste assez pour leur parler. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé, ma voix tremblante de fureur contenue. C'était l'ouverture dont ils avaient besoin. Léandre a poussé la porte et ils se sont engouffrés à l'intérieur avant que je puisse réagir. Ils ont envahi mon sanctuaire. On voulait juste s'assurer que tu allais bien, a dit Sidonie, son ton mielleux contrastant avec la violence de leur intrusion. Après tout, avec la pression que tu dois avoir au travail. La menace était à peine voilée. Elle me montrait qu'elle savait que son email avait eu un impact. Sortez de chez moi, ai-je dit, ma voix basse. Maintenant. Pas avant qu'on ait eu une vraie conversation, a rétorqué Sidonie. Tu nous dois bien ça. Elle s'est assise sur mon canapé, comme si elle était chez elle. Pendant que son attention était sur moi, que nous commencions une nouvelle dispute stérile, j'ai remarqué que Léandre n'était plus dans le salon.
Une angoisse terrible m'a saisi. Je l'ai trouvé dans mon bureau. Assis à ma chaise. Devant mon ordinateur portable, qui était ouvert. Le monde s'est arrêté. Mon ordinateur. C'est plus qu'un outil de travail. C'est mon cerveau externe, ma vie, ma forteresse numérique. Qu'est-ce que tu fais? Ai-je hurlé, me précipitant vers lui. Il a sursauté, mais un sourire narquois est apparu sur son visage. Je regarde juste. T'as du matos de pro. Sur l'écran, une page était ouverte. La page de ma banque en ligne. Et dans la barre d'adresse, je pouvais voir la fin de l'URL, password-reset. Il avait essayé de réinitialiser mon mot de passe. Il avait essayé d'entrer dans mes comptes. La rage m'a aveuglé. J'ai arraché l'ordinateur de ses mains. Touche pas à mes affaires. Sidonie est arrivée en courant. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Il est curieux, c'est tout. Pourquoi tant de secrets? Si tu n'as rien à cacher. Dehors, ai-je crié, ma voix se brisant. Vous deux, dehors, ou j'appelle la police. C'est en refermant l'ordinateur portable que mon regard a été attiré par un autre onglet, resté ouvert derrière la page de la banque. Un onglet que je n'avais pas ouvert. C'était une boîte de réception de webmail. Je ne reconnaissais pas l'interface immédiatement. Et puis j'ai vu le nom dans le coin supérieur. Marceau Rocher. C'était la boîte mail de mon père. Mon cœur a semblé se contracter jusqu'à s'arrêter. Ils n'avaient pas seulement essayé de voler mon argent. Ils avaient violé l'intimité de la personne la plus importante de ma vie. Et ce que j'ai vu dans la liste des emails, juste avant de claquer l'écran, m'a glacé le sang jusqu'à la moelle. J'avais fait une erreur fatale en les laissant entrer. Quelle information cruciale venait-il de trouver? Le temps semblait s'être figé. Je tenais mon ordinateur portable contre ma poitrine comme un bouclier, mes yeux rivés sur le visage de Sidonie. La boîte mail de mon père. C'était donc ça. C'était comme ça qu'elle savait tout. Mon nouveau poste, ma tranche de salaire, l'adresse de mon appartement. Elle n'avait pas eu besoin de faire des recherches compliquées. Elle avait simplement espionné l'homme qu'elle avait abandonné, l'homme qui, dans sa bonté naïve, n'aurait jamais imaginé une telle trahison. J'ai rouvert lentement l'ordinateur. Mes mains tremblaient. Sidonie et Léandre me regardaient, leur visage un mélange d'arrogance et d'une légère inquiétude. Ils ne savaient pas exactement ce que j'avais vu. Dans la liste des emails de mon père, un message ressortait. Un email que j'avais envoyé moi-même quelques mois plus tôt. L'objet était « Quelques nouvelles et une bonne surprise ». Dans cet email, plein de joie et de fierté, j'annonçais à mon père ma dernière promotion. Je lui expliquais que grâce à mon nouveau salaire et à une prime exceptionnelle, j'avais enfin pu mettre de côté assez d'argent pour solder le reste de son prêt professionnel. Je lui avais même joint un document détaillant un plan d'investissement que j'avais commencé à mettre en place pour assurer sa retraite. Et juste à côté de cet email, il y avait la petite flèche qui indiquait qu'il avait été transféré. Transféré à une adresse email que je ne connaissais pas, mais que je devinais être celle de Sidonie. La nausée m'a envahi. Elle avait tout lu. Chaque mot d'amour pour mon père, chaque détail de mes finances. Elle avait utilisé l'échange le plus pur et le plus sincère entre un père et sa fille comme une feuille de route pour son plan d'extorsion. C'est toi, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Tu as piraté le compte de papa. Léandre a ricané. Pirater, c'est un grand mot. Son mot de passe, c'était le nom de son chien suivi de son année de naissance. Pathétique. Leur désinvolture était plus blessante que n'importe quelle insulte. Ils ne voyaient même pas la gravité de leur acte. Pour eux, c'était juste un moyen d'arriver à leur fin. Sidonie, voyant que le jeu était terminé, a laissé tomber son masque de mère inquiète. Son visage s'est tordu en une grimace de mépris. Il fallait bien que je sache. Il fallait que je sache si tu avais réussi à t'en sortir, ou si tu avais fini comme lui. Comme lui, ai-je répété, incrédule. Oui, comme lui, a-t-elle craché, le venin coulant de chaque syllabe. Ton père est un raté, Apolline. Un homme faible qui n'a jamais rien eu d'autre que son petit bistrot graisseux. Il ne méritait pas d'avoir une fille comme toi. Il t'aurait entraîné dans sa médiocrité.
Je devais savoir si tu avais échappé à ça. C'était le coup de grâce. Insulter l'homme qui avait tout sacrifié pour moi, l'homme dont les mains portaient les marques de chaque repas qu'il m'avait servi, de chaque facture qu'il avait payée. Une rage comme je n'en avais jamais ressenti de ma vie a déferlé en moi. Ce n'était plus une rage chaude et explosive. C'était une rage froide, lucide, tranchante comme une lame de rasoir. Toute la peur, toute la tristesse, toute la confusion ont disparu. Il ne restait qu'une certitude absolue. Ces gens n'étaient rien pour moi. Ils n'étaient pas ma famille. Ils étaient des étrangers, des parasites. J'ai posé l'ordinateur sur la table. J'ai pris mon téléphone. D'un geste calme et délibéré, j'ai composé le 17. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Sidonie, une pointe de panique perçant enfin son assurance. « J'appelle la police », ai-je répondu d'une voix blanche. « Je vais porter plainte pour harcèlement, tentative d'extorsion, violation de domicile, et accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données. » J'ai débité les chefs d'accusation comme si je lisais un rapport. L'analyste avait repris le contrôle total. Le visage de Léandre a blêmi. L'idée de devoir s'expliquer à la police n'était visiblement pas dans ses plans. « Tu n'oserais pas » a sifflé Sidonie. « Je suis ta mère. »« Tu as cessé d'être ma mère il y a 23 ans, ai-je dit, en portant le téléphone à mon oreille. « Allô, la police ?» C'en était trop pour eux. La panique l'a emporté. Sidonie a attrapé le bras de Léandre. « On s'en va. » Ils se sont précipités vers la porte. Avant de sortir, Sidonie s'est retournée une dernière fois, son visage déformé par la haine. « Tu n'as pas gagné, Apolline. Ce n'est pas fini. » Puis ils ont disparu, claquant la porte derrière eux. Je suis resté debout, le téléphone à la main, sans avoir réellement lancé l'appel. Je tremblais, non pas de peur, mais de la puissance de ma propre colère. Le lien, le dernier fil invisible qui me reliait à elle, venait de se rompre pour toujours. Mais sa dernière menace flottait encore dans l'air. Que pouvait-elle faire de pire que ce qu'elle avait déjà fait ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays ? Dès qu'ils ont franchi le seuil, j'ai verrouillé la porte à double tour et j'ai poussé un long soupir. Le contre-coup de l'adrénaline était violent. Mes jambes flageolaient. Je me suis assise par terre, le dos contre la porte, comme pour empêcher physiquement le passé de revenir. La menace de Sidonie n'était pas une parole en l'air, je le savais. Elle était acculée, et un animal blessé est toujours le plus dangereux. Ma première pensée a été pour mon père. J'ai attrapé mon téléphone et je l'ai appelé. D'une voix que j'essayais de rendre calme, je lui ai tout expliqué. Le piratage de son email, les mensonges, l'intrusion. Je m'attendais à de la colère, de la tristesse. Mais la réaction de mon père a été d'une dignité incroyable. « Je suis tellement désolé, ma puce, a-t-il dit, sa voix pleine de chagrin. Je suis désolé d'avoir été si naïf. Je n'aurais jamais dû la laisser te faire du mal à nouveau. » Il ne s'inquiétait pas pour lui, mais pour moi. Encore et toujours. Ensemble, au téléphone, je l'ai guidé pour qu'il change tous ses mots de passe, qu'il active la double authentification. C'était une petite victoire technique, mais elle nous a donné le sentiment de reprendre un peu le contrôle. Le lendemain matin, je n'ai pas hésité. J'ai pris rendez-vous avec le meilleur cabinet d'avocats de Lyon spécialisé en droit de la famille et en droit pénal. J'ai rencontré maître Isabelle Bellegarde, une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant et à la poignée de main ferme. Je me suis assise dans son bureau sobre et élégant, et j'ai déroulé toute l'histoire, fait à l'appui. J'avais préparé un dossier. L'email de calomnie envoyé à mon employeur, les captures d'écran des SMS menaçants de Sidonie, mon témoignage détaillé de l'intrusion et de l'aveu de Léandre concernant le piratage. Je lui ai même donné les coordonnées de Bastien comme témoin potentiel. Maître Bellegarde m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. « Madame Rocher, a-t-elle dit, son ton calme et assuré. Vous n'êtes pas seulement une victime, vous êtes une combattante. Et vous avez très bien fait de tout documenter.
Ce que votre mère et votre demi-frère ont fait relève de plusieurs infractions pénales graves. Ces mots ont été un soulagement immense. Je n'étais pas folle. Je n'exagérais pas. Elle m'a expliqué la procédure. Nous allions immédiatement déposer une main courante pour l'intrusion et le harcèlement. Plus important encore, nous allions demander une ordonnance de protection, en urgence auprès du juge aux affaires familiales. Cette ordonnance, a-t-elle expliqué, peut leur interdire de vous contacter, par quelque moyen que ce soit. Elle peut leur interdire de s'approcher de votre domicile, de votre lieu de travail. Et toute violation de cette ordonnance est un délit pénal passible d'emprisonnement. C'était l'armure légale dont j'avais besoin. Une barrière infranchissable entre leur monde toxique et ma vie. Les semaines qui ont suivi ont été éprouvantes. Il y a eu des formulaires à remplir, des allers-retours au tribunal. Sidonie, bien sûr, a nié en bloc, se présentant comme une mère éplorée et victime de sa fille, instable. Mais les preuves que nous avions étaient solides. L'email à mon entreprise, bien qu'anonyme, avait été tracé à une adresse IP provenant d'un cybercafé de Metz, où il résidait. Le témoignage de Bastien a corroboré ma version. Finalement, le jour de l'audience est arrivé. Les voir de l'autre côté de la salle du tribunal était une expérience surréaliste. Il semblait plus petit, moins intimidant. Le juge a examiné le dossier, a écouté les deux parties. La décision est tombée rapidement. L'ordonnance de protection a été accordée pour une durée de 6 mois, renouvelable. Interdiction formelle d'entrer en contact. Interdiction de s'approcher à moins de 200 mètres de moi, de mon domicile ou de mon bureau. En sortant du tribunal, je me sentais plus légère que jamais. J'avais utilisé la loi, la logique, les règles de la société pour me défendre. J'avais gagné. Mais la cupidité de Sidonie ne connaissait pas les limites d'une salle d'audience. 3 jours seulement après la notification de l'ordonnance, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Une alerte de ma banque. Une tentative de virement de 20 000 € depuis votre compte épargne vers un nouveau bénéficiaire a été bloquée. Veuillez confirmer cette opération. Mon sang s'est glacé. Elle n'avait pas abandonné. Elle avait dû obtenir mes informations bancaires d'une manière ou d'une autre, peut-être en fouillant dans des documents lors de son intrusion. Mais elle avait sous-estimé ma prudence. L'authentification à 2 facteurs avait bloqué sa tentative. J'ai immédiatement transféré cette information à Maître Bellegarde. C'est une violation de l'ordonnance, même si c'est indirect, m'a-t-elle confirmé. Et c'est une tentative de vol. Nous allons déposer une plainte pénale. J'avais gagné une bataille, mais je sentais que la guerre pour ma paix intérieure ne faisait que commencer. La loi pouvait les tenir à distance, mais pouvait-elle effacer les cicatrices et la trahison ? L'ordonnance de protection et la plainte pénale ont agi comme un électrochoc. Sidonie et Léandre ont disparu des radars. Le silence est revenu, mais il était différent cette fois. Ce n'était plus le silence angoissant de l'attente, mais le silence apaisant de la sécurité retrouvée. Pourtant, la victoire avait un goût amer. J'avais repoussé l'ennemi, mais le champ de bataille, c'était ma propre vie, mon propre esprit. Les murs de ma forteresse étaient debout, mais l'intérieur était en ruine. Je dormais mal, je sursautais au moindre bruit. La confiance, ce sentiment si simple pour la plupart des gens, était devenu pour moi un concept abstrait et dangereux. Bastien, mon ami fidèle, m'a vu dépérir. Un jour, il m'a tendu la carte de visite d'une psychologue. Je ne dis pas que tu en as besoin, a-t-il dit avec douceur. Je dis juste que parler à quelqu'un qui n'est pas moi ou ton père pourrait t'aider à trier tout ça. J'ai d'abord refusé. Voir un psy, pour moi, c'était un aveu de faiblesse. C'était admettre que Sidonie avait réussi à me briser. Mais après une énième nuit blanche passée à ressasser les événements, j'ai capitulé. J'ai pris rendez-vous. Le cabinet du docteur Evans était une pièce lumineuse et calme. Elle était une femme douce, mais son regard était incroyablement perspicace. Pendant les premières séances, j'ai raconté mon histoire de la même manière que je l'avais fait à mon avocate, de manière factuelle, clinique, comme si je décrivais un ensemble de données. Le docteur Evans m'a laissé faire. Puis, lors de notre 3e séance, elle m'a posé une question simple. Et la petite Apolline de 9 ans, qu'est-ce qu'elle a ressenti dans tout ça ? Cette question a fait voler en éclats mon armure de logique.
Pour la première fois, j'ai cessé d'analyser et j'ai commencé à ressentir. Et ce qui est sorti, c'était un torrent de chagrin, de colère, de culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir été une enfant assez bien pour que ma mère reste. La colère d'avoir été abandonnée. Le chagrin de n'avoir jamais eu de mère. Une séance a été particulièrement difficile et libératrice. Le docteur Evans m'a demandé d'écrire une lettre à cette petite fille de 9 ans que j'étais. Je me suis assise avec un carnet, et les mots sont venus tout seuls. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Je lui ai dit qu'elle était courageuse, forte, et qu'elle méritait d'être aimée. Je lui ai dit que l'échec, ce n'était pas elle, mais la femme qui était partie sans un regard en arrière. En écrivant la dernière phrase, j'ai éclaté en sanglots. Des sanglots que j'avais retenus pendant plus de 20 ans. Ce fut le début de ma véritable reconstruction. J'ai compris que ma forteresse n'était pas seulement construite avec des succès professionnels, mais aussi avec des murs de peur et de méfiance. J'ai appris à faire la différence entre la prudence et la paranoïa. J'ai appris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une forme de courage. Pendant ce temps, des échos de la nouvelle vie de Sidonie et Léandre me parvenaient. La nouvelle de leurs agissements s'était répandue dans le cercle familial élargi. Une vieille tante, la sœur de Sidonie que je n'avais jamais rencontrée, m'a appelé un jour pour s'excuser au nom de la famille. Elle a toujours été comme ça, m'a-t-elle confié. Égoïste, manipulatrice. Elle a laissé une traînée de dettes et de cœurs brisés partout où elle est passée. Entendre cela a été une validation importante. Ce n'était pas personnel. Ce n'était pas de ma faute. C'était juste, elle. La plainte pénale a suivi son cours. Face aux preuves accablantes de la tentative de virement, ils ont plaidé coupables pour éviter un procès. Ils ont été condamnés à une amende et à du travail d'intérêt général. Rejetés par la famille et les amis, ils ont fini par vendre leur maison à Metz et déménager dans une autre région, plus petite, plus anonyme. Leur monde s'était rétréci, tandis que le mien commençait enfin à s'ouvrir.